Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et mes chers collègues, nous avons assez longuement débattu dans le cadre du dernier projet de loi de finances au sujet du développement des résidences secondaires et de ses effets sur le marché local de l'immobilier, en particulier sur les contraintes en termes d'accès au logement pour les résidents permanents. Depuis 2010, on constate une accélération assez nette du nombre des résidences secondaires qui a augmenté de 16,5% contre moins de 10% pour les résidences principales. La proportion de résidences secondaires est particulièrement élevée sur le littoral atlantique, en effet, et en Corse. Ce développement accentue la tension sur le marché du logement et surtout dans les territoires où la population est en augmentation, obligeant les personnes travaillant dans les communes touristiques à résider elles-mêmes de plus en plus loin. Il faut toutefois se garder d'une vision uniforme selon laquelle le développement des résidences secondaires serait systématiquement défavorable aux résidents locaux. Les résidences secondaires constituent aussi une source d'attractivité et d'enrichissement pour l'économie locale, en particulier là où la densité de population est moins importante. Et face à ce phénomène, la fiscalité locale a évolué significativement ces dernières années en faveur des résidences secondaires. Par rapport aux résidences principales, je rappellerai deux mesures. La première, la taxe d'habitation a été supprimée progressivement sur les résidences principales. Depuis le 1er janvier 2023, elle ne s'applique qu'aux seules résidences secondaires, d'où son appellation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, THRS. En second lieu, la loi de finances pour 2023 a étendu le périmètre dans lequel s'applique à la fois la taxe sur les logements vacants et où les communes peuvent également appliquer une majoration de 5 à 60% de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Ce périmètre se limitait auparavant à des zones tendues de plus de 50 000 habitants. Et désormais, la majoration de THRS pourrait être décidée dans des communes situées dans des zones d'urbanisation plus petites, notamment celles où le taux de résidence secondaire est élevé. La liste de ces communes n'est certes pas encore connue, car le décret d'application, Monsieur le Ministre, n'a pas été pris. Peut-être serez-vous en mesure de nous apporter aujourd'hui des précisions sur un éventuel calendrier relatif à ce décret. Lorsque le nouveau zonage sera connu, des milliers de communes acquerront probablement la possibilité de majorer la THRS, précisément dans les zones visées par la présente proposition de loi. Le développement des résidences secondaires est donc un phénomène avéré qui doit être pris en compte dans les politiques du logement. La proposition de loi que nous examinons est déposée par M. Ronan Dantec et les membres du groupe Écologie, Solidarité et Territoires. Ronan Dantec, que je salue pour la qualité de son travail, je salue la qualité de nos échanges. J'associerai Daniel Breuiller à ce compliment. Cher Ronan, donc, en tout cas, la PPL constate ce phénomène et cherche à apporter à certaines catégories d'acteurs publics, à savoir les régions et les établissements publics fonciers locaux, les moyens d'accomplir leur mission en matière de politique du logement et d'aménagement. Les deux articles sont similaires dans leur dispositif. Il s'agit de créer deux taxes additionnelles à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. La première serait instituée au profit de la région sur délibération du conseil régional. C'est donc l'article 1er. La seconde serait reversée aux établissements publics fonciers, EPF locaux et à l'Office foncier de Corse. C'est l'article 2. Dans les deux cas, ce n'est pas l'ensemble du territoire qui est visé, mais les zones dans lesquelles peut s'appliquer la taxe sur les logements vacants et la surtaxe THRS, c'est-à-dire les zones tendues, notamment touristiques. En outre, la taxe de l'article 2 ne s'appliquerait que dans le périmètre des EPF locaux, c'est-à-dire sur une part très limitée du territoire national, car la plupart des territoires sont couverts uniquement par un EPF d'État, voire aucun EPF. Il y a des zones blanches, nous le savons tous. Il faudra d'ailleurs traiter ce problème. Le taux de chacune de ces taxes pourrait varier de 0 à 25% de la valeur locative en fonction des délibérations du conseil régional ou du conseil d'administration de l'EPF. Comme l'indique l'exposé des motifs, il s'agit d'abord de taxes de rendement qui visent à apporter des ressources aux régions et aux EPF locaux. Aurait-elle une influence sur les propriétaires des résidences secondaires? Cela est difficile à déterminer. On peut penser que beaucoup d'entre eux ne vont pas mettre en location de manière permanente un logement simplement parce que le taux de taxation aura augmenté. Il est possible toutefois que certains fassent le choix d'acquérir une résidence secondaire dans une zone où ces taxes ne seront pas instituées, ce qui pourrait donc avoir un effet sur la politique de logement locale. Or, l'un des principaux obstacles que je vois à ces dispositions est celui de la mise en cohérence entre les autorités en charge de la compétence logement. Et d'un côté, si l'État conserve une part essentielle dans la définition de la politique du logement, notamment dans les aides de guichet, la mise en œuvre locale de la politique du logement relève pour l'essentiel des communes et des intercommunalités, même si la loi NOTRe a attribué aux régions une compétence pour promouvoir, je cite, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine. S'agissant des EPF,
Cette proposition de loi leur permettrait non seulement d'accroître leurs ressources, mais aussi, et ceci est une nouveauté, de décider sur quelle catégorie de contribuables cette ressource serait prélevée, en l'occurrence les propriétaires de résidences secondaires. Je crains donc qu'il y ait un risque d'interférence ou de manque de cohérence dans la mise en œuvre de la politique de logement, car les régions et les EPF d'une part et les communes et intercommunalités d'autre part n'ont ni le même périmètre ni nécessairement les mêmes stratégies. De surcroît, cette ressource n'est assortie d'aucune obligation d'utilisation et rien ne garantit donc que leurs produits, dans le cas des régions, seraient effectivement utilisés pour les actions en faveur de l'accès au logement. D'ailleurs, les régions ne sont pas demandeuses de cette ressource. Du point de vue du contribuable, les nouvelles taxes et la hausse brutale de la taxe d'habitation qu'elles entraîneraient seraient importantes. Un logement taxé aujourd'hui à 30 ou 40% pourrait être taxé désormais à 80 ou 90% avec l'ajout de nouvelles lignes sur l'avis d'imposition qui rendrait plus difficile encore la compréhension de la fiscalité par les contribuables. Le risque d'inconstitutionnalité lié à de tels taux d'imposition est d'ailleurs élevé en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. En outre, comment justifier, du point de vue du principe d'égalité entre les contribuables, que la taxe prévue par l'article 2 puisse frapper le logement situé dans le périmètre d'un EPF local, mais pas celui qui est situé dans le périmètre d'un EPF d'État? Pour l'ensemble de ces raisons, la Commission des finances n'a pas adopté cette proposition de loi et vous proposera donc le rejet de ces deux articles. La solution paraît en effet prématurée, voire inadaptée, même si le sujet soulevé est réel, je le redis. Par exemple, il paraît nécessaire de permettre aux établissements publics fonciers d'assurer leurs missions qui iront croissant au cours des années à venir. Les EPF participent au programme Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain, à la réhabilitation, à la dépollution de friches, à la constitution de réserves foncières pour les collectivités. De manière générale, la mise en œuvre du zéro artificialisation nette va entraîner mécaniquement une raréfaction de la ressource foncière. Il est important que les collectivités puissent s'appuyer sur les EPF. Or, les EPF sont en partie financés par une dotation budgétaire qui compense les effets de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Faut-il maintenir cette dotation qui ne prend pas en compte les extensions de périmètre des EPF, la renforcer ou au contraire envisager une ressource fondée sur une assiette locale et moins soumise aux arbitrages annuels de l'État? Voilà l'une des questions sous-jacentes à cette proposition de loi. La réponse n'est probablement pas dans la création d'une nouvelle taxe, surtout réservée à une catégorie d'EPF. La taxation des résidences secondaires doit s'apprécier dans un périmètre plus large qui est celui du financement de la politique locale du logement et de l'aménagement. Et par ailleurs, si nous devons laisser vivre les évolutions de la fiscalité proposées par la loi de finances pour 2023, c'est-à-dire la possibilité de majorer la THRS qui va être accordée précisément aux territoires visés par cette PPL. En outre, les conditions concrètes d'application du ZAN doivent évoluer avec la révision des décrets pris l'an passé et, nous l'espérons, une évolution du cadre légal tel que la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs du ZAN au cœur des territoires, pour laquelle le Sénat vient de constituer une commission spéciale hier. Ensuite, seulement, il faudra, en s'appuyant sur des travaux tels que le récent rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité du ZAN, avancer sur la définition de la fiscalité et du financement de cet objectif. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.